Merci Eric, merci à Canon de m'avoir invité à vous présenter un sujet qui m'intéresse beaucoup, un sujet que j'adore parce que une présentation, c'est un sujet qui me permet d'aller contre les idées reçues. Les idées reçues, c'est que les reconstructions 3D, c'est un jouet, c'est un gadget, ça ne sert pas forcément à grand-chose, sinon à nous faire perdre du temps. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut bien comprendre que l'imagerie 3D correspond à des objectifs précis, à des moyens précis. C'est une représentation synthétique de nos données, sélective de nos données, mais d'informations qui peuvent être morphologiques, fonctionnelles, voire même conceptuelles, qui sont obtenues à partir d'une acquisition, de plusieurs modalités, de l'ensemble du volume étudié. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas tout, parce que dans la définition, il faut impliquer le fait que notre organisme, nous-mêmes, intervenons dans la construction de l'image. Nos processus cognitifs interviennent dans la construction de cette image, et ça, c'est un élément important. Et ça nous permet aussi d'intervenir par le biais des fonctions exécutives et d'interagir avec ces reconstructions d'images. Et ce ne sont pas juste des images pour faire beau, elles ont un objectif qui est de simplifier et améliorer l'analyse des informations, des données qui peuvent être complexes, elles ne sont pas toutes simples à analyser, et dans un but précis qui est un but diagnostique et thérapeutique. Donc la définition d'imagerie 3D, elle est lourde, elle est complète, et c'est important de comprendre tous ces éléments pour savoir que ça peut être utile. Alors à quoi ça sert, justement, à quoi ça sert ? Bon, c'est un outil diagnostique, c'est sous-tendu par ma définition. Elle permet d'accélérer l'analyse des données, parfois même de l'améliorer. C'est un outil de communication à la fois explicite, puisqu'on a fait le travail d'améliorer l'analyse des images pour en faire ressortir la substantifique moelle, mais c'est aussi un outil de communication implicite, parce que si vous avez fait l'effort de faire ce travail, ça veut dire que déjà vous avez métabolisé l'information, que vous savez ce que vous voulez montrer et que vous faites l'effort de le faire pour votre correspondant. Alors, vous n'avez peut-être pas besoin, vous avez peut-être 300 000 demandes tous les jours à traiter et vous voulez peut-être chasser les patients. C'est vrai qu'on est plutôt dans cette situation, nous, radiologues, on a trop de demandes. Mais ceci étant dit, quand vous voulez privilégier des correspondants qui vous semblent précieux, lui montrer que vous faites l'effort de ressortir l'information utile, eh bien, c'est très, très bien perçu. Et aujourd'hui, nous avons des demandes pour des images 3D, comme nous avions il y a 5 ans des demandes pour des scanners MAR ou pour d'autres applications comme le scanner dynamique. Aujourd'hui, la nouveauté, sont les images 3D et vous comprendrez rapidement pourquoi. Ces images peuvent avoir un but de planification thérapeutique et enfin, c'est un moyen de faire un contrôle qualité très simple. Si votre image 3D, vous êtes incapable de sortir une image de qualité, ça veut dire que l'acquisition et la reconstruction n'ont pas été satisfaisants. Et oui, c'est un très bon moyen de montrer que vous avez fait un examen de qualité. C'est aussi un moyen éducatif pour votre équipe, puisque vous leur montrez, voilà, on peut sortir ça, on ne peut pas le sortir, revoyez votre façon de comprendre le protocole. Vous voyez que les objectifs sont importants et que les intérêts sont nombreux. Alors, un exemple d'imagerie morphologique et fonctionnelle qui date un peu. Là, c'était en volume rendering technique, donc c'est un vieux scanner, on l'avait montré au symposium 2011, qui vous montre, à partir de cette acquisition multiphasique, le rehaussement précoce, intense de cette malformation vasculaire. Le retour veineux précoce, ce sont les 2 veines bleues qui sont satellites de la veine jumelle, de l'artère jumelle, et qui vont rehausser les axes fémoro-poplités. Et vous voyez que dans un dernier temps, on a le rehaussement de la veine poplitée par le sang des jambes. Donc c'est une information morphologique, fonctionnelle. C'est de l'imagerie 4D, 3D, plus le temps. Vous pouvez multiplier les exemples dans la littérature. Finalement, le 4D flow, c'est rien d'autre qu'une imagerie 3D plus le temps également. Alors, le global illumination, c'est une technique que je vais vous montrer, mais c'est une technique ancienne. Elle est juste d'application récente en médecine, mais ça fait bien longtemps que cette technique est utilisée. Et je vous ai montré là le livre de Dutré, qui est un des livres de référence. Je n'ai pas compris le centième de ce qui est écrit dedans, j'ai compris l'introduction. Et c'était déjà bien, et ça permet déjà de comprendre les principes généraux du rendu de cette image. Cette technique est utilisée pour les films de synthèse, en architecture, pour les jeux vidéo, les simulateurs de vol. Moi, j'adore Shrek. Je suis grand-père, j'adore Shrek.
Et vous pouvez aussi, en allant sur Pixar, trouver tout un tas d'informations très précises sur cette technique, sur l'amélioration de cette technique, et ils embauchent si ça vous intéresse. Les applications médicales sont plus récentes, elles datent de 2016. C'est Siemens qui ont été les premiers à l'utiliser sous la dénomination de cinématique rendering, ce qui est à mon sens, pas un très bon terme, parce que cinématique, ça rappelle le mouvement. Et vous avez bien compris qu'en ce qui concerne notre service, le mouvement, ça correspond à autre chose, à l'imagerie 4D. Donc, Global Illumination, c'est la terminologie initiale, et c'est la terminologie qui, à mon sens, doit rester. Je vous ai parlé des processus cognitifs. Les images 3D sont dans une certaine mesure arbitraires. C'est vrai qu'elles sont construites. Il y a plus d'éléments influençant une imagerie 3D qu'une image 2D, c'est bien évident. Et une représentation réaliste que vous allez comprendre, qui va vous parler, qui va vous permettre d'identifier les informations, c'est une question de convention. Vous et votre voisin, votre collègue outre-mer ne vont peut-être pas lire les images de la même façon. Mais la question clé est de savoir comment transformer les données pour une prise de décision optimale, pour une compréhension optimale. Et bien évidemment, il faut se référer à des images que l'on connaît. Et une image photoréaliste, par définition, c'est une image qui adopte des conventions que l'on connaît bien. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors ces processus cognitifs, vous les mettez en jeu lorsque vous faites appel aux vieilles reconstructions 3D, le volume rendering technique. Voilà une imagerie que l'on avait réalisée en 2003 chez ce patient qui présente un neurofibrome. Vous comprenez tout de suite comment ça marche. Vous appliquez le principe de l'illumination des surfaces. Ça veut dire qu'une surface qui est en face de la source lumineuse sera plus éclairée que celle qui est perpendiculaire. Une surface qui est proche de la source lumineuse sera plus éclairée qu'une image qui est lointaine. Et puis vous avez le principe de la surface cachée. Une image qui est devant cache l'image qui est derrière. Ça vous suffit, avec vos processus cognitifs, vous êtes radiologue, donc tout de suite vous voyez bien, à comprendre comment c'est conçu. Vous savez ce qui est devant, ce qui est derrière. Vous n'appliquez pas la perspective, il n'y a pas de perspective sur l'imagerie 3D médicale. Ça vous suffit à peu près. Bien entendu, il y a plein de limitations à ce type d'imagerie et vous les connaissez bien. Alors, quelles sont ces limites? Eh bien, on les comprend tout de suite lorsqu'on confronte le volume rendering technique avec le Global Illumination Rendering dans sa nouvelle dénomination. Je vous ai dit qu'on appliquait l'utilisation d'une source lumineuse, de la réflexion de cette source lumineuse, éventuellement de la transparence des voxels, mais vous n'avez qu'une seule source lumineuse, qu'une seule source de rayon. Ce qui fait que la technique d'ombrage, finalement, est assez médiocre. Et si vous regardez le crâne reconstruit en VRT, bien entendu, vous avez vu les fractures, mais malgré tout, vous avez une notion d'impression tridimensionnelle ou d'analyse tridimensionnelle qui est médiocre lorsque vous comparez au Global Illumination, parce que dans le Global Illumination, tous les rayons lumineux sont pris en compte comme dans la vraie vie quand vous éclairez un objet. Que se passe-t-il en réalité lorsque vous éclairez un objet? Vous avez la réflexion de tous les rayons lumineux qui peuvent atteindre d'autres surfaces qui sont elles-mêmes réfléchissantes, renvoyer les rayons lumineux sur la région d'intérêt, et ceci à l'infini. Et plus vous multipliez, plus il y a un nombre élevé d'itérations de ces opérations, plus le rendu de l'image va se rapprocher d'une photo et permettre d'avoir cette vision photoréaliste. Donc là, vous avez la comparaison clair entre du VRT et du Global Illumination. Et là, je crois que c'est par exemple, je ne sais pas si on voit la flèche, oui, on voit la flèche. Ça vous permet d'analyser de façon plus précise des données. Alors, pour améliorer encore ces éléments, vous intégrez les notions d'ombrage. Ici, il s'agissait d'un patient qui avait reçu une balle, il était tué avec une balle 22 long rifle. Vous voyez la perforation de la côte par cette balle. Vous voyez la balle qui est fichée dans la paroi postérieure et vous voyez l'ombre de la côte. Et comme dans la vraie vie, quand vous regardez une photo, cette ombre est d'autant plus présente que l'objet qui en est responsable est proche de la surface. Donc là, le simple fait de voir l'ombre vous dit l'objet est très proche. Et ça permet d'améliorer l'analyse de la profondeur et de la profondeur des objets. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, et c'est là encore que les processus cognitifs interviennent. Une meilleure gestion du bruit avec ce mode de reconstruction autorise l'image
l'utilisation d'images en haute résolution. Aujourd'hui, quand vous faites une reconstruction 3D, vous prenez un filtre standard. En clair, vous avez des images avec un filtre coupant les hautes fréquences, et vos reconstructions 3D, elles reflètent le fait que vous avez coupé la résolution spatiale. Vous avez donc des images qui sont plus ou moins jolies, mais en règle générale assez baveuses. Ce n'est pas là-dessus que vous allez chercher des petits détails. Vous ne comptez pas sur une imagerie VRT pour aller diagnostiquer des fractures subtiles, bien évidemment, puisqu'au contraire, vous les effacez. Si vous utilisez des images natives, un filtre dur qui optimise la résolution spatiale, eh bien, la reconstruction 3D elle-même sera meilleure. Alors évidemment, il faut pour cela améliorer la gestion du bruit. Et c'est pour cela que les nouveaux algorithmes de reconstruction, comme on vous l'a montré tout à l'heure, sont importants. Mais le logiciel de reconstruction en lui-même améliore la gestion du bruit. Et cette amélioration de la résolution spatiale, cette amélioration de la gestion du bruit est couplée également à une meilleure reconstitution de la texture des objets que vous analysez. Encore une fois, une reconstruction 3D qu'un VRT, on cherche à lisser au maximum, on cherche à éliminer tout le bruit. Finalement, on n'a que des contours, ou éventuellement, on devine globalement les objets, mais on n'a pas la texture. Alors que là, vous voyez, sur cette reconstruction 3D Surface X, c'était notre reconstruction en Global Illumination, c'était notre toute première reconstruction en Global Illumination. Vous voyez qu'on arrive à analyser suffisamment bien la surface du tibia pour voir les différents reliefs osseux que tout interne en chirurgie et qui fait faire de l'arthroscopie doit connaître. On arrive à voir l'empreinte, la zone d'insertion de la corne antérieure du ménisque latéral, qui est juste à côté de l'empreinte du ligament croisé antéro-externe. Ces repères doivent être connus des chirurgiens. Nous, maintenant, on les voit très bien. Et en coupant dans le volume, vous voyez qu'on accède maintenant à la texture osseuse. Vous voyez qu'on est capable d'analyser la trabéculation, la corticale et la trabéculation. Donc ça démontre bien que la résolution spatiale est améliorée, et c'est le préalable indispensable pour avoir une information qualitative utile. Au total, grâce à tous ces éléments, on a une image photoréaliste. Vous avez l'image de l'autopsie à gauche et vous avez les images en global illumination à droite. Et vous voyez que l'on a une analyse qui est tout à fait satisfaisante. Et à Nancy, on commence à produire ces images au juge au lieu des photos de l'autopsie. C'est tellement réaliste que même le juge commence à se dire que peut-être non, il n'a peut-être pas besoin d'avoir autant d'informations. Alors la meilleure visibilité des fractures et des reliefs, c'est l'objectif bien évidemment que nous recherchons. Et vous voyez ici, chez ce patient qui présente une hyperostose, vous voyez qu'on voit très bien les ponts osseux, les solutions de continuité sur l'image en globale illumination. Vous auriez la même reconstruction en technique de rendu volumique, vous auriez une coulée baveuse le long de l'axe rachidien. Donc finalement une information pas très intéressante. Une vision globale, oui, mais pas qualitative. La fonction de transfert, comme en technique de rendu volumique, permet d'assigner couleur, opacité ou transparence à chaque voxel en fonction de ses caractéristiques de signal, en l'occurrence de densité. Et là, chez cette personne qui est décédée victime d'une strangulation dans une prison, on voit bien que c'est un étranglement par une personne tiers et que ce n'est pas un suicide en voyant la localisation de la zone de striction. Vous voyez qu'on arrive à, bien entendu, identifier chacun des éléments, voir la position de l'outil de strangulation, la position par rapport à l'ostéoïde et au cartilage thyroïde. Donc on a la possibilité de faire de la segmentation et de la transparence et de la segmentation. Vous en avez un autre exemple ici chez ce patient qui présente une séquestration pulmonaire. Vous voyez qu'on peut segmenter finalement chacun des tissus. On n'est pas obligé de le faire, mais bien entendu, dans un certain nombre de cas, ça peut être parfaitement utile. Et vous voyez bien cette artère ici qui vient vasculariser cette zone. D'autres fonctionnalités sont utiles. Quand vous êtes sur une console, vous pouvez parfois, avec certains logiciels, faire des mesures de distance et d'angle, parfois des triangulations, mais avoir la possibilité de le faire dans le PAX, à mon avis, c'est fondamental.
Dans un certain nombre de cas, vous n'avez pas envie d'utiliser le topogramme qui ne vous apporte pas les informations adéquates. Vous n'avez pas forcément envie de faire de la triangulation sur des reconstructions multiplanaires parce que l'image 3D est peut-être plus utile. C'est l'exemple ici où on réalise une mesure de l'orifice d'entrée après le passage de la balle. Vous voyez qu'on peut faire la mesure sur la 3D. Ça donne la même valeur que la mesure sur la coupe axiale. On voit où passe la coupe axiale, ce qu'on ne peut pas faire sur une image en VRT. Il y a bien entendu une synergie avec l'algorithme de réduction des artefacts métalliques. Ici, un patient polytraumatisé. Vous voyez qu'on a réalisé une cartographie vasculaire avant embolisation. On voit très bien l'artère qui saigne. On voit bien entendu les lésions osseuses. Et vous voyez que le contrôle après réduction et mise en place des fixateurs externes procure une image informative et qu'on n'est pas trop gêné par les artefacts métalliques. Alors, quelles sont les applications du Global Illumination ? Bon, de base, on pourrait dire qu'on ne fait plus de VRT. Le VRT est mort. Bon, c'est une évidence. Mais bien entendu, on va bien au-delà. On multiplie ce type de reconstruction parce que ça devient utile. Là, l'exemple d'un patient qui a une balle à proximité de la carotide. Il s'était tiré lui-même tout seul cette balle. Je ne sais pas comment il s'en est sorti. Mais vous voyez qu'on a une analyse tout à fait satisfaisante des rapports entre la balle et les axes vasculaires. Et puis un cas que j'aime beaucoup, parce que en tant que radiologue ostéo-articulaire, c'est vraiment ce type d'indication que je recherche. Vous avez fait le diagnostic d'un ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus. Vous voyez cette modification de la densité osseuse, cette réaction périostée en feu d'herbe. Vous retrouvez ces informations sur le scanner. Vous voyez ici une sclérose osseuse plus marquée, là une sclérose encore plus marquée, une réaction périostée diffuse en feu d'herbe. Eh bien, le Global Illumination vous permet de bien voir ici toute cette réaction périostée. Et quand on découpe l'os, vous voyez que ça ressemble à l'image macro de la napate après amputation. On va retrouver tous ces éléments. On voit les modifications de la corticale, les zones d'amincissement cortical, les zones de réaction périostée, la sclérose osseuse. Vous voyez qu'on est capable d'identifier les zones où la trabéculation a été modifiée. Voilà une trabéculation quasi normale. Voilà une trabéculation qui est modifiée. Vous avez la corrélation avec le scan. Là, maintenant, on l'a en imagerie 3D. C'est la première image 3D capable de vous montrer la trabéculation osseuse. Ici, un exemple de patient qui présentait une tumeur à cellules géantes. Vous avez à gauche le scanner initial. C'est une tumeur ostéolytique. Quand le traitement chirurgical est compliqué pour réduire la morbidité, on traite ces patients par denosumab, qui est un anti-RANKL qui va permettre une ossification de la lésion. Ensuite, les tumeurs sont curetées et cimentées. Mais là, on a été un peu loin dans l'ossification avec le denosumab, ce qui fait que le curetage est imparfait. Il y a une petite zone en avant qui n'est pas bien traitée. On s'attend à ce qu'il y ait une récidive. Ça n'a pas manqué. Récidive ici, récidive à partir de la zone mal curetée et reprise chirurgicale avec de nouveau cimentation. Même chose en bas, simplement vous l'avez en Global Illumination, vous l'avez en vision 3D. Vous voyez qu'on est capable d'analyser correctement la modification de texture. Ici, la tumeur initiale, l'ossification avec denosumab, la cimentation avec la zone résiduelle, la récidive tumorale et la recimentation. Un autre exemple de patient traité par denosumab avant amputation. Donc là, c'est la zone de résection. On voit très bien ici sur la pièce les zones d'ossification périphérique qui sont apparues grâce au denosumab. Et tout ceci se voit très bien sur l'imagerie en Global Illumination qui permet de bien comprendre les phénomènes d'ossification liés à ce traitement. Et pour finir, je vous montre ce cas. C'est un cas tout récent qui a été réalisé sur notre dernier scanner, qui est un scanner qui fait des coupes en 0,25 mm d'épaisseur avec des matrices de 2024. C'est le scanner précision. Bon, vous avez fait le diagnostic d'ostomostéoïde. On a tous les éléments sémiologiques classiques et on a également des éléments sémiologiques supplémentaires. Vous avez peut-être vu cet article passer il y a quelques années sur le vessel sign. En fait, on s'est rendu compte que les ostomostéoïdes s'accompagnaient d'une hypervascularisation locale et que dans la grande majorité des cas, on est capable d'identifier un vaisseau qui vient vasculariser le nidus. Ben là, en fait, on se rend compte qu'il y en a plein qui viennent vasculariser le nidus et on les voit.
Ceux qui croyaient qu'au scanner, on voyait la corticale ou la réaction périostée comme un truc tout blanc et point, bien vous voyez que là, c'est complètement différent. On voit une sclérose de l'os médulaire, mais on voit ici toute cette ossification périostée et ces modifications de la corticale avec des vaisseaux, de multiples vaisseaux qui viennent vasculariser le nidus. On devine ici cette très fine réaction périostée supplémentaire. On se rend compte en fait que c'est un tissu vivant, perforé, parce qu'il est constitué comme ça. Ce n'est pas du tout un bloc. Il est perforé parce que c'est sa constitution, parce qu'il y a des vaisseaux qui vascularisent l'os et qui sont dilatés lorsqu'il existe un ostéomostéoïde. Et ce type d'image, c'est une image minimip. Qui aurait jamais imaginé appliquer du minimip sur de l'os? Eh bien, en appliquant du minimip sur ces coupes de 0,25, eh bien, vous voyez ces multitudes de vaisseaux ici qui viennent alimenter ce nidus. Ici, en reformation sagittale, vous voyez la finesse, alors c'est du minimip aussi, vous voyez la finesse de l'information, toutes ces multiples altérations au sein de la corticale et du périoste. Et en appliquant le global illumination, à la surface, c'est exactement comme si vous voyiez un os sec avec une loupe. Souvenez-vous, quand vous étiez en première ou en deuxième année de médecine, que vous aviez les os secs face à vous, si vous mettiez une loupe, vous voyez les altérations de surface. Ce ne sont pas des artefacts. Ici, c'est la réaction périostée. Ici, ce sont les trous correspondant au canaux nourriciers. Et là, c'est de nouveau des modifications de texture de la surface de l'os. Et après segmentation, on peut maintenant segmenter un nidus. Vous voyez ici le nidus avec les petits vaisseaux nourriciers. Ici, et là, la réaction périostée. Donc, pour conclure, l'imagerie 3D, c'est un outil de diagnostic, de communication et de contrôle qualité. C'est tout ça. Le global illumination remplace le VRT, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est le seul outil qui permet de réaliser en 3D une analyse de la texture de l'os. Merci.